consiste donc ce soin et la méthodicité de ma démarche. Alors, le nom de la méthode s'appelle la méthode holistique Serviens. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'appelle déclinable, parce que c'est que ce Serviens, qu'est-ce qu'il vient faire par là? Thérapie holistique. Je ne suis pas médecin, hein, mais elle me dit oui, mais la thérapie n'est pas forcément, c'est le thérapeute qui est un médecin. Thérapie, toutes sortes de thérapies. Thérapie holistique, énergisante, les énergies, qui me retrouvent, revitalisante, D-Y-N, dynamisante, et S, synthétisante. Service. Et non, on ne va pas appeler là, on va appeler la méthode Léonard Serviens. Pourquoi Léonard? Vous connaissez le personnage Léonard de Da Vinci, hein, je pense. C'est pas du tout pour être dans un remake de ses recherches que j'ai choisi ce personnage, parce que pour moi il est un être exceptionnel dans tous les domaines. Hein. Il a démontré par sa qualité artistique des peintures bien connues. Il a démontré pratiquement l'ensemble des technologies qui au jour d'aujourd'hui sont utilisées. Hein. Donc il a même élaboré en observant le vol des oiseaux, les avions, les hélicoptères, etc. Hein. C'est assez étonnant. Donc, et que veut dire holo? Que veut dire holistique? Ça vient du grec holo. Vous connaissez d'où vient le mot holo? Tout, entier. Donc c'est pas du tout pour jouer je dirais les grands amidous, hein, que le terme a été étudié, c'est parce que justement on étudie quelque part dans la démarche l'être dans sa totalité, aussi bien physique que psychique, qu'énergétique, que émotionnel, tous les niveaux. Holo. Ouais. Donc accueillir ce patient, donc, ce consultant dans sa totalité, ce qu'il est. Et donc, et de ce fait, ce consultant devra d'abord dans un premier temps, je vous explique la démarche, devra dans un premier temps se remémoriser les événements de son histoire de vie. Ah, c'est pas facile, hein, parce qu'on en oublie des choses. Mais ça n'a pas d'importance parce que les choses vont remonter, vous savez, comme si vous aviez un réservoir qui se vidait par le fond. Hein, comme si vous aviez, par exemple, vous avez soif, vous voulez boire un coup, et puis vous apercevez, vous voyez dans la nature, il y a une grande jarre, vous avez une louche, très bien, vous avez une grande jarre, et puis vous prenez de l'eau en surface, vous buvez, elle est fraîche, elle est claire, hop, vous prenez des problèmes, il y a un goût. Il y a un goût, alors qu'elle est bien limpide. Oui, mais si vous prenez un gros marchand de bois et que vous commencez à touiller le fond, par gravité, n'est-ce pas, toutes les impuretés du fond remontent. C'est un peu ça, hein. C'est la remontée de toutes nos antériorités qui se manifestent à la surface. C'est quelque part, je favorise la montée de ça. Oui, mais au moment où on a vécu cet épisode, il y avait quelque chose, il y avait un conflit dans la famille, où il y avait quelque chose qui n'était pas clair, une fête qui n'a pas été agréable et tout. Hop, souvenir. C'est vrai que quand on va reprendre les choses, plusieurs années plus tard, souvent, ben on va s'apercevoir que cet élément qui a été reperçu à nouveau, ben, va être mal vécu, en quelque sorte. On va revivre quelque part presque la situation. Et cette notion comme quoi il n'y a pas de hasard, hein, elle vient de quoi le mot hasard? Il vient de quelle origine d'après vous, le mot hasard? Arabe. Il y a une connotation derrière qui est la notion du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est la notion de conseil ou de directive. Intéressant, cette notion du doigt de Dieu. Donc, quelque part, tout ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard. C'est Einstein qui ne disait-il pas justement, hein, même on ne peut pas dire un scientifique combien
c'est Dieu qui se promène incognito. Oh, ben c'est beau comme... Dieu qui se promène incognito. Donc tout ce qui nous arrive n'est pas le truc du hasard. Le corps essaie de nous dire, il parle. Je l'expliquerai tout à l'heure, justement. Et c'est ça qui est important. Les 4 ou 5 élèves qui sont dans le soin ici, hein, on est rassemblés récemment pour discuter et tout, mais j'espère que ils seront de plus en plus à même de pouvoir aider à comprendre ce genre de démarche. Justement, qu'est-ce qu'ils apprennent dans la formation et qu'est-ce que, dans mes consultations, je suis amené à comprendre. Justement, c'est apprendre à comprendre. Ce n'est pas l'homme qui comprend. L'homme ne fait que constater les faits. Ce n'est pas l'homme qui comprend, c'est le corps, par le biais de ces différentes réponses, qui se fait comprendre. On n'est pas du tout dans la même logique. C'est encore une fois le corps qui cherche et qui envoie des messages multiples pour nous faire comprendre des choses. Et ça s'inscrit dans le temps. Il y a des pathologies lourdes qui mettent plusieurs dizaines d'années à, en quelque sorte, émerger. Graduellement. Mais par contre, le corps nous le disait. Nous signifiait, tiens, telle ou telle douleur dans le dos. Tiens, telle ou telle douleur récurrente au niveau de céphalée ou autre problème. Des facteurs récurrents qui, quelque part, étaient des messages que le corps voulait, en quelque sorte, nous signifier par le biais de ces indications le problème. Alors, connaissant le parcours de vie de la personne, soit disons bien énoncé, parce que bon, on oublie les choses. Une fois, vous vous rendez compte, j'ai une patiente très jeune, certains qui ont lu mon livre, mon deuxième livre, La mémoire du corps, le corps retrouvé, qui était un ensemble d'observations et de témoignages, en plus d'explications. Il y a une personne là, que j'ai vue en consultation il y a pas mal d'années de ça, qui avait été piquée par un coq ici, et elle souffrait de problèmes au niveau laryngopharyngé, malgré tous les examens médicaux, endoscopie, laryngoscopie, scanner, à l'époque il n'y avait pas l'IRM, je l'avais eu, c'était vraiment au début de mes soins. En tout cas, non, ça serait encore observé avec l'IRM, mais il n'y avait aucune trace d'un érythème ou de quoi que ce soit sur la zone concernée. Et pourtant, dès qu'elle avalait quelque chose, ça la brûlait. Elle était piquée par un coq ici quand elle avait 1 an et demi. Elle ne s'en souvenait pas, mais elle avait désobéi et quelque part, elle a ressenti la piqûre du coq comme étant une sanction. Là, récemment, j'ai eu une patiente, je vous assure, c'est pas de la blague, je vais vous raconter, une patiente qui m'a dit, quand M. Plana, vous m'avez libéré les amygdales, du côté droit, c'est-à-dire du côté homme, j'ai eu la vision au-dessus de moi, de mon grand-père et de ma grand-mère. Or, ils sont morts, j'avais 6 mois. À peu près tous les deux, 6 mois, 7 mois. Elle avait eu la vision, quelque chose était remonté. C'est complètement fou. Non, mais quand on imagine, oui, bien sûr, mais quand on imagine ce que nous sommes, l'appareil photo avait visualisé 2 visages et paf, en remontant dans la mémoire du corps, on a fait ressurgir la chose. On vient comprendre que j'utilise, pour ce faire, après que la personne ait bien raconté son histoire, j'utilise plusieurs outils. La podoréflexologie, ou réflexologie plantaire, certainement des soins dans ce domaine. Vous verrez, si un jour vous êtes interpellé, vous pourrez me poser des questions tout à l'heure, vous verrez, c'est pas du tout la même que
spécialiste de la différence, puisque Corinne donc a pratiqué la médecine indienne, hein, donc la réflexologie indienne, et a fait donc il y a quelque temps, il y a maintenant 2 ans et demi, hein, la formation, et elle a travaillé pendant 5 ans à New Delhi, en tant que professionnelle de réflexologie dans la grande ville indienne, et donc elle a fait la formation. Elle pourra vous dire, si vous intéresse un des élèves, n'hésitez pas, vous pouvez venir pour expliquer vos expériences et montrer vos propres acquis. Donc, j'utilise la pseudo-réflexologie ou la réflexologie dentaire, la kinésiologie, qui rattrape énormément l'explication dont a parlé tout à l'heure Philippe, par rapport à l'environnement et au comportement. C'est tout à fait dans la discipline de la kinésiologie. C'est les émotions, l'environnement, les émotions, le comportement et les croyances en fiction sont le chemin qui, en quelque sorte, est une observation lorsque la personne vient consulter. Et on va inverser la chose, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on va reprendre le comportement, on va de croyance en fiction, on va retourner à un meilleur environnement. C'est la même explication. Okay. Donc, ensuite, la kinésiologie. Qu'est-ce que c'est la kinésiologie? Parce qu'il y en a certains qui connaîtraient par mes élèves, parce que je sais suffisamment assidu pour pouvoir me sortir la bonne définition, qui pourrait me dire ce que c'est que la kinésiologie? Pardon? La kiné, qu'est-ce qu'il y a dans le mot kiné? Kiné, mouvement, étude du mouvement. Voilà, c'est l'étude du mouvement par rapport aux émotions. Là-haut. L'étude du mouvement par rapport aux émotions. La kinésiologie, c'est ça. Étudier pourquoi telle personne fait telle, etc. Vous parlez tout à l'heure de l'esprit du bassin. Hein, à la Lorrain. Vous voyez, tout à l'heure, vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai signifié avec les femmes de marins. Donc, il y a une chose très intéressante dans ce domaine. Ensuite, j'utilise un petit peu, vous avez fait une allusion tout à l'heure à la réflexologie faciale, ça s'appelle le Bien Sha, hein, et qui est en rapport de l'observation sur le visage, par exemple, comme quoi nous avons l'appareil génital sur le visage. Les yeux, mesdames, ce sont les ovaires. Alors, on va partir du, excusez-moi, je vais être un peu cru, la vulve, le vagin, l'utérus, les trompes de Fallope, le pavillon, les ovaires, gonades, l'engonade. Et pour les hommes, pareil, sauf qu'on coupe là, c'est pas, de différence, la prostate, canal différent, canal spermatique, épididyme et testicule. Une des expressions, une des choses. Les gens, par exemple, qui se démangent le menton fréquemment, dubitatif et également dans les impatiences. Voilà. Alors, en quoi consiste ma démarche? Alors, ma démarche va consister dans un ensemble de libérations méthodiques. Alors, il y a pas mal d'assistantes qui ont eu des soins, donc aussi bien des élèves qui ont assidûment suivi la démarche, et bien sûr beaucoup d'autres. Merci pour votre présence, en tout cas, et votre soutien. Qu'est-ce que je vais d'abord faire? Je vais d'abord dégager par les pieds l'arrière de la boîte crânienne. Pourquoi? En réflexologie dentaire, pourquoi? Parce que ça va me permettre de non seulement de repositionner correctement l'os occipital, allusion à au déséquilibre dont vous parliez tout à l'heure, parce que la plupart du temps, rien qu'en faisant cette gymnastique, j'arrive à rééquilibrer tout de suite. Ça se remet. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, je vais favoriser par le biais du travail des vertèbres hautes, atlas, vertèbre cervicale 1, axis, vertèbre qui permet le pivot de la tête et en même temps la vertèbre qui gère l'atlas, si vous voulez, cervicale 1, vascularisation cérébrale, favoriser une meilleure irrigation du cerveau,
mettre en connexion donc l'ordinateur, la boîte dure, pour ceux qui font de l'informatique, le disque dur là-haut, hein, avec le reste du corps. Hein. Et ensuite, décongestionner la cervicale 2 qui va permettre de mettre en éveil l'ensemble des souvenirs d'antériorité de nos sensoriels. Donc déjà, une première démarche très intéressante qui va permettre d'ouvrir le soin. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Alors là, il y a un truc bizarre. Certains ont peut-être entendu parler de la sympathicothérapie, où on stimule par le biais du nez. Ben moi, je vais faire pas une sympathicothérapie avec un petit outil qui permet d'ouvrir et de décongestionner spontanément les voies, mais on va amener petit à petit le nez à se décongestionner progressivement. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? En reprenant par exemple l'exemple je dirais du Genshan, avec l'explosion faciale, je vous ai parlé tout à l'heure pour les femmes de l'utérus, pour les hommes de la prostate. Hein. Donc en dégageant les l'endomètre, une femme qui a eu un fibrome, une femme qui fait une endométriose, vous voyez, des problèmes comme ça, et bien bizarrement, on va commencer à décongestionner le nez. Alors là, il y a toute une démarche que les élèves connaissent bien, et qui c'est pas évident, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a toute une démarche, il y a une bonne dizaine, voire vingtaine de raisons qui bouchent le nez alors qu'on n'est pas enrhumé. Combien de fois de patients, des consultants viennent, excusez-moi, encore une fois, je ne suis pas médecin, donc combien de fois de consultants sont venus me voir en me disant, même certains étaient des médecins, hein, eux-mêmes, me disant, j'ai le nez qui est bouché, c'est pas la peine, je suis prévenant parce que j'ai attrapé un rhume. Et bizarrement, parce que ça dure 2 heures, c'est ça. Et je fais en sorte que ça soit non seulement accessible pour tout le monde, parce que je n'aime pas les tarifs particuliers, mais en même temps, je souhaite que le plus grand nombre possible de personnes, malgré leurs moyens financiers, accèdent à ce genre de démarche. Donc, en libérant les voies nasales, on va petit à petit favoriser la décongestion des voies nasales et des personnes qui étaient enrhumées, à bout de 2 heures, s'aperçoivent que il n'y a plus rien. Bien, comment ça se fait, je respire bien. Et pourquoi je le fais respirer par le nez? C'est pas pour m'amuser, hein? Pas du tout. C'est pour permettre aux muqueuses de l'ensemble du nez d'activer le système parasympathique qui est stimulé par le biais de cette excitation. Parasympathique, c'est quoi le système parasympathique? C'est un système qui est en quelque sorte, un système qui calme, un système qui détend, un système antagoniste. C'est un système qui amène les personnes à se reposer. Les gens, pourquoi ils sont si énervés aujourd'hui, tendus? Parce qu'ils respirent tous par la bouche. Hein. Il y en a très peu qui respirent par le nez. Vous pourrez vous amuser à faire l'expérience, une narine après l'autre, vous verrez que la plupart du temps, c'est assez bas. Or, le but est de respirer là, au niveau de la lame criblée d'ethmoïde, hein, c'est-à-dire le sommet de l'arête des voies nasales, au niveau de l'os propre du nez, jusqu'au sommet de l'os propre du nez. Donc le but est de décongestionner. Pour permettre quoi? Pour permettre, encore une fois, de favoriser ce système parasympathique. Le système parasympathique étant enclenché, on va permettre d'enclencher son, on parlait du yin et du yang tout à l'heure, on va faire l'inverse, on va faire la chose, on va cette fois-ci stimuler le système sympathique, qui lui est encervelé par les zones réflexes, toujours sous les pieds, on va stimuler le cervelet. En stimulant le cervelet, on va permettre d'enclencher un processus de lien entre parasympathique et sympathique, et donc on arrive à la stimulation du système neurovégétatif, le système autonome. Toutes les fonctions organiques dépendent de la stimulation de ce système neurovégétatif. Toutes, même la respiration. Certains vont me dire, oui, je bloque ma respiration. Oui, pour une apnée, faire une plongée sous-marine, machin, on bloque temporairement les voies nasales, ou les voies respiratoires, et on peut le faire. Et après, quand on est remonté, heureusement que le poumon lui reprend son rythme normal. Tous les rôles que
ce soit les rôles hormonaux, digestifs, pulmonaires, cardiovasculaires, urinaires, tous les systèmes sont liés au système neurovégétatif. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque ce système va être déconditionné, on va permettre, je viens de vous parler, hormonal. On va stimuler une fonction très importante au sommet du système endocrinien. Le système endocrinien étant le système hormonal, on va stimuler tout l'appareil donc hormonal. Et on va commencer par une glande qui a été pendant très longtemps occultée. Au jour d'aujourd'hui, elle est un petit peu mise un peu plus en devant, mais encore très occultée. Une glande qui est la fameuse glande anciennement appelée épiphyse, qui s'appelle la pinéale. On a peut-être entendu parler de cette glande, la pinéale qui fabrique une hormone. Ça a été décrit dans un laboratoire à Pavie, en Italie, et en Hollande, ensuite, ça a été, disons, certifié, comme quoi cette pinéale fabriquait la fameuse mélatonine. Ah, il y a la mélatonine de synthèse, c'est super, on peut retrouver ça. Récemment, j'ai eu un patient qui m'a dit, vous savez, M. Crayon m'a donné de la mélatonine pour mon voyage, etc., mais ça ne me fait strictement rien. Alors, je lui dis, bah, écoutez, on va voir. Je lui fais ce soin, un certain Hubert, je lui fais ce soin, quelqu'un reconnu, et il est en train de dormir, parce que je venais lui solliciter sa mélatonine, son hormone à lui, cet homme, Hubert. Et de ce fait, il s'est endormi. Il est rentré en tout cas dans un processus d'endormissement. Donc, bien comprendre, cette stimulation est une chaîne. Bon, après, on va rattraper toute la chaîne endocrine, c'est-à-dire donc la zone hypothalamo-hypophysaire, bien sûr l'hypophyse. Encore une fois, en utilisant la pinéale au début. S'il y a des incidences particulières, par exemple au niveau des ovaires, on va descendre moins au niveau des femmes, c'est plus pour les hommes. Mais sinon, généralement, la thyroïde ou éventuellement les isolangueurances par rapport au problème d'insuline, de glycémie du corps, on va donc déterminer je dirais, un arrêt, parce que le corps en lui-même est capable de continuer son rôle. Croyez-moi, il est très intelligent. On va le solliciter, on l'invite, il le fait. Ensuite, stimulation d'un réseau très intéressant, qui pour vous, mesdames, certainement vous vous interpellez, c'est le système lymphatique. La lymphe, le drainage lymphatique. Ah, il faut masser ça. Non, pas du tout. On ne masse pas du tout. Tout se passe par les pieds. Original, ça. Les pieds et en finalité du soin, à hauteur du mi-mollet. Original. Tout le drainage se passe par les pieds. Il n'est pas question d'aller chercher ailleurs. Et en finalité, on va donc amener un autodrainage, c'est-à-dire amener une dynamisation de la circulation sanguine qui va permettre l'autodrainage. Stimulation par le système artériel. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Tout à l'heure, je parlais du rein. Je vais parler maintenant d'un exemple qui est très simple. Combien de personnes se sont plaintes quelquefois d'une douleur méniscale? Cartilage, là, nous, ménisque. Eh bien, ménisque. Ah, peut-être envisager une intervention, parce que ça fait mal. Oui, mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que, par exemple, avec les interrelations du corps, le ménisque est en rapport avec le haut des cervicales. On a déjà dégagé cervical 1, cervical 2, donc déjà c'est intéressant, mais également avec le coccyx, le ménisque qui est relié au coccyx. Voilà. Donc en libérant, on va y arriver. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'autres choses. Dans le soin, par exemple, on a dégagé les voies nasales tout à l'heure, on a fait la cervicale 4. La cervicale 4 qui gère la thyroïde, l'émotionnel thyroïde. Tiens, les muscles qui amènent, qui sont ici au rapport du ménisque, sont le gracile, ou le bassin interne,
qui est un muscle thyroïde, et il y a le muscle qui est ici, qui s'appelle le couturier, ou le sartorius, qui sont tous les deux des muscles thyroïdes. Il y en a d'autres dans le corps, notamment au niveau des omoplates ou les mollets. Mais c'est pour expliquer que là aussi le corps a parlé. On va travailler comme ça. Dans le test du nez, on avait le décongestionné de vertèbre, qui est la dorsale 9, qui gère les corticomédulo-surrénales. Les corticomédulo-surrénales qui, elles, sont en rapport avec le système endocrinien. Ben, la thyroïde en faisant partie, hop, rebelote. Amusant, hein? Quelle logique. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une autre vertèbre qui peut-être a été concernée, c'est la vertèbre cervicale 7, qui est la deuxième vertèbre liée à la thyroïde. La cervicale 7 est une vertèbre qui est en rapport avec tous les chocs frontaux. Les coups du lapin en voiture, les chocs frontaux qu'on a pu se prendre dans une histoire de vie, c'est la vertèbre cervicale 7 qui est une vertèbre pivot qui va prendre. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de la vertèbre cervicale 7? Une vertèbre très importante, on parle très souvent dans mon livre, vous verrez, qui est en rapport, c'est la dorsale 1 qui est en rapport avec les reflux gastriques, dissection et contrariété. Et donc, en favorisant, en améliorant le drainage lymphatique des tissus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et des muscles de ce fait, et bien la zone musculaire. Alors bien sûr, s'il y a eu vraiment, on pourrait dire, des micro-particules de cartilage, des choses comme ça, il y a une intervention à faire. Ça sera bien sûr inéluctable, et ça n'a pas d'importance. Bravo, merci d'être venu. Madame est une de mes élèves qui est dans le secteur de l'ICLEMA. Et alors, je vais bientôt terminer, conclure. Donc, je vais passer la parole à notre ami, Philippe, qui après maintenant, je pense, encore mieux le centre de soins. Donc, on va pouvoir faire, travailler par exemple sur les vertèbres. Toutes les vertèbres ont un rôle. Je vais dire rapidement, je vais parler de l'heure des deux premières. Cervicale 3 est en rapport avec notamment le muscle du diaphragme, C4 on a parlé de thyroïde, C5 des choses largo, C5, C6 des choses difficiles à avaler, psychologiquement. Bizarrement, ça se situe dans cette zone. Eh oui. Donc ensuite, on va continuer tout le rachis, toutes les vertèbres liées à la respiration, toutes les vertèbres qui vont être liées au système hormonaux, les vertèbres qui sont liées aux intestins, les vertèbres qui sont liées aux fonctions urinaires, va être passé au crible en totalité. Ce que j'appelle, donc petit à petit, je mets en place avec un complément des points psychologiques qu'on va travailler aussi, notamment sur le vaisseau conception, ceux qui connaissent l'acupuncture, beaucoup de points sont situés sur le plan digitoculture, qui est très en profondeur, n'est-ce pas? Là, c'est un peu dur, quelquefois. Voilà, donc on a libéré des choses qui sont donc psychologiques. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça permet de lier le physique avec le psychique. On peut encore aller plus loin. C'est là où je rejoins petit à petit le travail d'antériorité. On peut aller même plus loin parce qu'après avoir fait tout ce cheminement de l'histoire entre la thérapie de vie et, je dirais, toutes les incidences libératoires, on peut aller encore plus loin, qui est, par exemple, chercher à savoir ce qui s'est passé au niveau utérin, intra-utérin. Que s'est-il passé dans la mémoire gestative de la maman qui a, en quelque sorte, été l'accueil, le concept, la réalisation de ce muscle utérin? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'émotionnel de la maman et qu'elle a traduit à l'enfant qu'elle porte dans son ventre? Et là, croyez-moi, de très grosses surprises. Très, très grosses surprises. C'est vraiment inscrit et ça devient une empreinte de fragilité. J'ai entendu parler de reverse, technique
Donc, personnellement, je la trouve trop traumatique de façon, je dirais, de faire ressortir. Reverse, c'est analyser, on peut dire, la première respiration, qui est le premier cri de l'enfant. Alors, il suffit que le gamin ait le ciel donné, il revive un étouffement. Alors, ça a été tiré au niveau d'un forceps, n'importe quoi. La personne va vivre ce phénomène. C'est pour ça que je préfère rentrer dans quelque chose de plus psychologique lié au trajet psycho-émotionnel de la maman. Le point de coccyx, tout à l'heure, le point arrière du coccyx, étant le point d'accouchement. Oui, c'est la zone de la filière génitale, c'est donc entre l'os pubien et la pointe du coccyx, c'est effectivement là où l'enfant va se présenter pour sortir de la maman, du bassin de la maman, pour être en puisse ensuite expulsé au niveau vulvaire. Je vais finir, puisque c'est fini maintenant. Mon but, donc, mon désir le plus sincère, c'est vis-à-vis du patient qui vient consulter, de la personne qui vient voir, donc, et patient, on peut dire patient, parce qu'il en faut. Parce que une histoire de vie, c'est pas en 5 minutes. Là, vous voyez, elle n'a pas pu venir, mais je ne vous cache pas que dans le secteur, je suis très content, mais je sais qu'il y a une dame qui a 10 ans, je l'avais en soins, on a 92 aujourd'hui, elle est toujours mobile. Elle est dans le coin. Ce soir, c'est un peu tard pour elle, sinon elle serait venue. 102 ans. C'est bien. Eh bien oui. Donc, et j'avais soigné à l'époque pour une histoire de difficulté non pas à tricoter, mais à saisir les crochets, les couvertures des nécessités. Voilà. Donc, une femme absolument, dans le vie elle-même, remarquable. Et voilà mon désir, vous voyez, mon désir, quand une personne vient me voir, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de l'amener à un équilibre de tous ces rôles organiques, à équilibrer toutes les fonctions physiologiques du corps, dans tous les domaines, que ce soit le pulmonaire, cardiovasculaire, urinaire, etc., dans tous les domaines, le digestif, etc., dans tous les domaines, amener à ce que la libération psychologique se mette en place, l'harmonie de l'être au niveau psychologique, pour rappel, le renforcement du qi, de la force intérieure, amener à ce que les énergies au niveau des médecines orientales se mettent en équilibre elles-mêmes, donc la personne soit totalement bien dans sa peau, et pourquoi pas avec une dimension de croyance, de conviction, en rajoutant la dimension spirituelle, la notion étant d'aller vers le cosmique, le divin.